Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Un deuxième mot à mot avec Olivier Py, Avignon 2015. On est ici au lycée Pasteur. Ça parle beaucoup, ça cause. Hein. Oui, dans le corps du festival, c'est la cervelle ici. On est dans la cervelle. C'est là où on fait les discussions. Olivier, mot à mot, je vais revenir, vous nous faites une quotidienne, Midi Py, la quotidienne. Je vais revenir sur un certain nombre de propositions que vous faites, de pensées que vous avez. Je suis l'autre, un slogan politique. Pourquoi est-ce si important dans la République que vous célébrez aussi par ailleurs? Je crois qu'une grande nation, une grande civilisation, c'est celle qui a accueilli l'autre. Ça a toujours été comme ça, et je dirais que la France a été grande justement quand elle a su accueillir l'autre, pas seulement les artistes et les intellectuels, mais quand elle a été ouverte. Je suis l'autre, pour moi, c'est l'origine de la culture et de l'éducation. Un petit enfant qui va à l'école, il doit commencer par dire « je suis l'autre », parce que s'il est simplement dans son narcissisme infantile, il n'avance pas. Et le narcissisme infantile, il continue après l'enfance, et il a même des partis politiques qui sont entièrement construits sur du narcissisme infantile, anal, sadique. Sadique anal, oui, c'est une phase. C'est une phase. Voilà, les peuples et les organisations politiques peuvent rester aussi à cette phase-là. C'est la phase dans laquelle on n'est plus capable de rencontrer l'autre. Et il faut arrêter de croire que il n'y a pas de jeu. Nous ne sommes que des lambeaux de relation à l'autre. Lambeau, c'est un joli mot. Lambeau, c'est aussi un très beau livre de Charles Juvier par rapport à ses mères, parce qu'il en avait deux, dont une qu'il avait adoptée. Scandale, toujours réjouissant. Scandale, on est à 2/3 de cet Avignon 2015. Ça a pas mal râlé dans la presse. Mais là, je parlais de la cour, je parlais du public. C'était l'accueil de Py. L'accueil de Lyre, pas l'accueil de Py. Oui, enfin, l'accueil de Py. La presse, je la lis pas de toute façon. La presse critique, je la lis pas. Hein. Je la lis vraiment pas. Vous ne lisez que des mots de minuit. Non, je lis pas la presse critique, ni quand elle est bonne, ni quand elle est mauvaise. Vraiment, mon attaché de presse peut en témoigner. Je ne le fais pas. Je pense que c'est une erreur de le faire, en plus. Je pense qu'on perd son... Non, mais vous entendez les sifflets, quand même. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le public. Donc, on entend les sifflets, on entend les bouts, puis on entend aussi les gens qui crient bravo, et puis on entend cette dispute. Il n'y a que dans la cour que ça a lieu. Il n'y a pas un théâtre en France où ça a lieu. À l'opéra, oui, mais au théâtre, non. Ça a été la même chose pour Prêche-Locage il y a 2 jours. Des gens qui crient bouh, d'autres qui crient bravo, qui s'engueulent. Le soir de la cour, il y a même eu une bagarre dans les spectateurs. Une bagarre dans les spectateurs, voilà, entre quelqu'un qui criait bouh et quelqu'un qui criait bravo. S'il n'y avait pas la cour, à une époque, vous aviez dit, de toute façon, si le FN arrive à Avignon, on délocalisera à Marseille. Mais il n'y a pas de cour à Marseille. Ah, je n'ai pas dit que je délocaliserais à Marseille, j'ai dit qu'il fallait délocaliser. Peut-être dans l'agglomération, peut-être dans toute la France. J'avais aussi cette idée qu'on pourrait faire un festival d'Avignon itinérant. Mais il n'y a pas de cour dans toute la France. Mais il y a plein de lieux extraordinaires dans toute la France. Mais c'est un fait, la cour, et pas seulement la cour, la quasi-totalité des lieux qui font le festival appartiennent à la ville. Donc, travailler avec la ville, si elle était FN, ce serait collaborer avec le FN. Il n'y aurait aucune autre possibilité. Collaborer, tiens, c'est un autre mot qui passe dans des mots de minuit. La mort, vous dites que Novarina dit que la mort est une invention humaine. On a parlé du scandale, on a parlé de la mort. Vous étiez un peu négatif dans ces premiers à propos. Non, ni le scandale n'est négatif, parce que je trouve que c'est une belle chose. Il crée de la dispute. La mort aussi? Ah, la mort, c'est pas du tout négatif, la mort. On commence à naître quand on a conscience de sa mort. Vous y pensez tous les jours à la mort? Oui, je m'efforce de penser à la mort tous les jours, parce que je pense que c'est la santé spirituelle, c'est de savoir qu'on est mortel. Qu'est-ce que c'est des mauvaises critiques dans la presse quand on sait qu'on est mortel? Qu'est-ce que c'est une dispute théorique avec un ami quand on sait qu'on est mortel? Il faut vraiment penser à ça. Je trouve que l'art est probablement la meilleure manière de porter sa croix, de porter une croix. De porter le crâne, d'avoir conscience de la mort sans en être morbidifié, de voir la mort sans en mourir. Oui, c'est une manière de se savoir mortel. Mais il faut se savoir mortel. On revient à to be or not to be. Oui, to be or not to be. C'est important parce que
Le spectateur, évidemment, moi j'ai envie qu'il soit citoyen, particulièrement au Festival d'Avignon, mais il faut aussi qu'il se sente mortel. Voilà. Dans la quotidienne de Pi, vous embrassez, comment vous dites d'ailleurs, vous dites le merveilleux Lars Edinger, qui incarne Richard III. Ouais. Vous embrassez bien? Ben oui, je trouve qu'on s'est embrassé, on s'est gentiment embrassé à un pot de première et la photo s'est mise à tourner partout. Oui, je pense qu'on ne rend pas assez hommage aux acteurs, particulièrement au festival, c'est un peu paradoxal. Bien sûr, il faut des grands metteurs en scène, mais les metteurs en scène ne sont rien sans les acteurs. Moi, je suis rien sans mes acteurs. L'esthétique du jeu, c'est souvent les acteurs qui la fondent et les metteurs en scène qui la reconnaissent ou qui la mettent en forme. Mais elle vient d'abord de l'acteur. Il faut qu'on arrive à redonner aux acteurs. Et quand je dis aux acteurs, je dis les acteurs de théâtre, pas simplement les vedettes et les stars de cinéma. Il faut qu'on arrive à leur redonner la place qu'ils méritent. Qui vaincra, le peuple ou les élites? C'est ce que vous dites, vous dites ça d'ailleurs le 9 juillet. Ouais. C'est bizarre de jouer avec cette ambivalence-là, puisque ça renvoie aussi à une opposition politique, ou en tout cas un risque politique d'extrémisme. Oui, mais il faut bien reconnaître, sans faire de populisme, qu'il y a un réel problème, peut-être pas entre le peuple, mais entre la société civile et certaines élites. Pas les élites intellectuelles, certainement. Mais vous êtes élite, vous? Oui, bien sûr. Moi, je crois que j'ai pas de problème à rencontrer mes contemporains et à rencontrer la cité. Je le fais, au contraire. C'est bien ce qu'on me reproche, d'ailleurs, que je le fasse et que je ne sois pas enfermé dans ma tour d'ivoire. Mais entre les politiques et la société civile, en France, c'est très français, il y a un problème. La société civile n'est pas inclue dans le travail du vivre ensemble et dans la réflexion politique. Dès que quelqu'un de la société civile se lève pour faire de la politique, il y a suffisamment de journalistes politiques et d'hommes politiques pour dire « laissez la politique aux professionnels ». Si on laisse la politique aux politiques, très vite, il n'y aura plus de politique. Mais si le Front National arrive à Avignon, vous partez? Ah, moi, je pars, oui, ça c'est certain. Mais comment parle-t-on? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a à ce point d'électeurs du Front National, d'électeurs, donc pour le coup le peuple, comment est-ce qu'on fait pour lui parler à ce peuple-là, sans parler de ceux qu'il mène? Mais il faut le faire, déjà. La question du comment, elle vient après l'action. D'abord, il faut le faire. Et il faut reconnaître que le Front National va dans les cités, frappe aux portes, rencontre les gens. Ils font un travail actif. Nous devons le faire aussi. Et si j'ai un reproche à faire aux hommes politiques, on leur tape beaucoup dessus, mais aux hommes et aux femmes politiques, c'est d'abord qu'ils sont coupés de la population, ils sont coupés du peuple. Mais surtout, quand ils ont un rapport avec le peuple, ils s'imaginent que descendre dans la rue et serrer des pinces, c'est ça le rapport qu'ils ont au peuple. Mais c'est pas ça. C'est de mettre à contribution toute la société civile dans l'organisation du politique. C'est ça, faire le marché. Et faire le marché, c'est du ultralibéral. Oui, c'est si on peut dire. C'est des constructions qui sont basées sur le libéralisme et sur la communication. Il faut arrêter de faire un peu de communication, il faut faire de la politique. Un non-monde, disent les Winter Family. Pourquoi serait-on dans un non-monde? Après tout, on est l'un à côté de l'autre. Ça cigale à fond la caisse, ça tchatche un peu plus loin. Ici, très clairement, on n'est pas dans le non-monde, on est dans le monde. Le monde qui veut à tout prix nous vendre des objets dont on n'a pas besoin et qui nous dit que notre seul horizon transcendantal, c'est la reprise de la croissance. Oui, c'est du non-monde, c'est un monde construit sur des folies. Faire le marché. Dans lequel le sens est toujours absent. Quand je dis aux politiques qu'il ne faut pas une place pour la culture, il faut toute la place pour la culture. Ça veut dire qu'il faut toute la place pour le sens, ça veut dire qu'il faut que la politique elle ait du sens. C'est cela, oui. Oui, c'est le monde des chiffres, le non-monde. On croit qu'il est plus réel parce qu'il a une exactitude scientifique, le monde des chiffres. Mais il n'a aucune réalité sur le plan humain. Voilà le non-monde. Ce spectacle, je l'ai trouvé très, très fort parce qu'il n'est pas seulement pessimiste, il ne dit pas simplement nous vivons dans le non-monde, il dit on peut créer des oasis dans lesquelles en plus, ils offrent des c'est le monde. Ils offrent des nuggets pour montrer que le non-monde est aussi dans notre corps. On mange non-monde, on parle non-monde. Winter Family, on les trouve sur les sites, on les a rencontrés pour un mot à mot aussi au début de ce festival. Comment vous battez-vous avec votre fragilité, votre force? On la voit, vous avez un sens du verbe exceptionnel, une qualité de réponse à l'interview exceptionnelle. Quand mettez-vous votre fragilité dans le combat?
Quand je suis peureux. Vous avez peur? Quand j'ai peur, et puis aussi quand je suis ému, tout simplement. Vous êtes peureux, oui. Bon, pardon. Peureux et poreux, Oui. si vous voulez. Mais quand je suis ému, oui, quand il y a quelque chose de l'ordre du sentiment, de l'émotion, là, je crois que je me bats aussi, bien sûr. On peut trouver ça extrêmement sentimental, mais la rencontre avec l'autre, elle n'est pas préméditée, et elle n'est pas construite, elle n'est pas idéologique, elle est d'abord l'autre en tant que lui. C'est aussi complexe que de rencontrer le monde, de rencontrer un humain. Rencontrer un humain, ça tombe bien, Taubira au Pontet, la prison, Prométhée, Ubu, la surpopulation dans les prisons françaises, ça suffit, une ministre qui se promène derrière les barreaux? Non, bien sûr, ça ne suffit pas, mais c'est assez extraordinaire, donc j'ai envie de le célébrer. Une ministre qui fait aller-retour de Paris pour aller voir une présentation de théâtre dans une prison, et donc pour affirmer que ça sert à quelque chose, face à des administrations pénitentiaires qui peuvent en douter parfois. Dans les prisons, il y a des détenus, il y a aussi du personnel qui souvent partage d'ailleurs les mêmes analyses. La situation carcérale n'a jamais été pire en France, surtout dans les maisons d'arrêt, parce qu'on met les gens en prison pour pas grand-chose aujourd'hui, pour une pension pas payée, pour rouler sans permis ou pour un permis qui n'a plus de points. Il y a beaucoup de prévenus, de gens qui ne sont pas jugés dans les prisons, c'est 1/3 des maisons d'arrêt, et elles sont surpeuplées. Et donc ça fait des gens qui vivent 23 heures sur 24 dans une cellule à 3 ou à 4, dans des situations qui sont absolument inhumaines. Et ce que j'ai pu découvrir avec cet atelier, c'est que surtout il fallait par tous les moyens possibles donner de la dignité à des hommes qui étaient sur le point de la perdre, parce que la prison telle qu'elle est faite aujourd'hui est une machine à détruire les hommes. Et il faut bien se souvenir que les prisonniers sortiront un jour. Et quand ils sortiront, qui seront-ils? Je vous lis, les salles sont pleines à craquer. Qu'est-ce que le théâtre populaire? Rien d'autre que ça, des salles pleines. Foutez du monde. Parce que les salles pleines aujourd'hui, c'est du stand-up, c'est de la vulgarité, c'est du dessous de la ceinture, généralement, je veux dire. Bien sûr, mais c'est vous qui vous foutez du monde parce qu'il y a une suite à la, à la phrase. Alors, je voulais... Des salles pleines pour du théâtre exigeant, je crois. Oui, tout à fait, Ah, absolument. Oui. Des salles pleines pour des œuvres exigeantes. Vous voyez comment les journalistes réduisent la parole? C'est vraiment, c'est une malveillance totale. Alors oui, bien sûr, pas des salles pleines pour voir tout et n'importe quoi. Pour des œuvres aussi exigeantes que celles qui sont présentées au festival, qui font jamais aucun compromis, et des salles pleines. On me dit, est-ce que c'est du théâtre populaire ce que vous faites? Je dis, je sais pas, la salle est pleine, donc c'est du théâtre populaire. Voilà, j'ai pas non plus envie de rendre les choses beaucoup plus compliquées que ça. Il faut les œuvres les plus exigeantes et les conditions d'accès, c'est-à-dire des tarifications basses, qui permettent au peuple d'être là. Mais c'est pas moi qui le fais, c'est eux. C'est eux qui font le théâtre populaire, c'est le public qui fait le théâtre populaire. Vous portez la rosette? Oui, je porte cette... je ne l'ai pas aujourd'hui, mais je porte cette petite rosette blanche. C'est pas la Légion d'honneur? Non, non, c'est pas la Légion d'honneur. Rose et verte, c'est beaucoup plus intéressant que font les femmes de Srebrenica pour commémorer le massacre qui a 20 ans aujourd'hui. Juillet 1995. C'est un petit objet discret, symbolique. Mais... pour moi, c'est important de me souvenir. Et il y avait une très très belle exposition ici même de Haris Pasovic, exposition, installation mémoriale extrêmement forte, non seulement commémorative du massacre, mais montrant aussi comment l'histoire n'arrive pas à s'écrire, puisque le mot de génocide a été refusé, et donc le révisionnisme est en cours. Valse à Avignon, valse chez Pi, une occasion pour vous dans la quotidienne de dire c'est bien la preuve que la gauche fait de la culture une de ses priorités. Non, j'ai pas exactement dit ça là encore. On va le voir, on va le lire. J'ai pas dit ça. J'aimerais bien pouvoir dire ça. Laissez-moi être un peu torve dans l'histoire, mais en tout cas, le site desmotsdeminute.fr fait foi. Dites-moi quand même cette affaire. Valls, bon, il fait sa tournée, il fait son marché culturel. Mais il y a une sincérité chez Valls. Il est fils d'artiste, il vit avec une artiste, il y a une sincérité, il y a une vraie sincérité. Et puis on n'en a pas tellement finalement des hommes politiques, et un Premier ministre tout de même, ça n'est pas rien, qui disent couper les budgets de la culture, c'est une connerie. Je ne vois pas pourquoi j'applaudirais pas à ce moment-là. Voilà.
Est-ce qu'il est sincère? Aurélie Filippetti s'en souvient encore, hein, du budget culture. Oui, bien sûr. Ben, c'est pas la première ministre de la Culture qui a été tondue dès qu'elle est arrivée. C'est arrivé presque à tous les ministres de la Culture. Et on commence par les tondre. Voilà, Fleur Pellerin a annoncé que les budgets de la culture allaient être augmentés. Le seront-ils? Un peu, avec un périmètre qui doit être constant surtout, parce qu'il ne faut pas nous faire cette embrouille-là qu'on nous fait habituellement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est des cacahuètes. Même si on arrivait à un 1% effectif, c'est des cacahuètes dans le budget de la nation. C'est pas 5 milliards d'euros en plus, c'est rien du tout. encore de Mitterrand qui avait annoncé le 1%. Hein. Le 1%, on l'annonce toujours, les Français pensent qu'il est acquis depuis longtemps, mais on n'y est jamais arrivé, jamais. Au moins qu'on arrive à ce 1%, c'est rien du tout. Hollande vous manque? Hollande me manque? Oui, Hollande me manque, parce que je crois que la culture est toujours une prérogative présidentielle. Alors, est-ce qu'il va venir? Je ne sais pas, peut-être qu'il va venir. Il n'était pas loin avant-hier, il y a 2 jours. Voilà, il a failli venir. Il traîne dans le coin. La crise grecque l'a empêché de venir, mais il est important, très important, que le président de la République affirme que la culture, c'est la colonne vertébrale de la France. Derrière les remparts, dernière expression, derrière les remparts. Et comment on fait pour que tombe cette ségrégation symbolique? L'Extramuros, c'est vrai, c'est une ville qui a quelques mètres, mais vraiment quelques mètres, 300, 500 mètres, change complètement. Comment on le fait? Moi je ne sais pas, Villard disait donnez-moi une autre société, je vous donnerai un autre théâtre. Il ne faut pas me demander à moi de réparer. Vous essayez de le faire avec des opérations vers les lycéens, des quartiers sensibles. Je ne peux pas tout faire. D'abord, il y a un désarroi économique dans cette région contre lequel seul je ne peux pas lutter, bien évidemment. Mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que le festival est le plus grand moteur économique de cette région. Et quand nous nous battons pour avoir le label French Tech, nous apportons aussi de la vie. Et pourquoi pas le dire, de la vie économique aussi. Pas simplement du symbolique. Rencontrer les gens au-delà des remparts, c'est pas difficile à faire. Il n'y a qu'à le faire. Et nous le faisons. Créer des liens, les faire venir à l'intérieur des remparts, mais aussi faire des spectacles qui sortent. Je dirais que, très sincèrement, toute la décentralisation le fait depuis des années et des années. Le pire qui vous soit arrivé dans cette édition 2015, hors la mort, vous y pensez tous les jours, mais quelle est la chose qui, même si vous ne lisez pas la presse, même si vous relativisez tout ce qui a à voir avec le sifflement ou le nom d'oiseau, qu'est-ce qui vous a... qu'est-ce qui vous semble, qu'est-ce qui vous titille, quoi? Qu'est-ce qui vous gratte? Pour moi, le pire, ça a été la Grèce. C'est là que j'ai vraiment l'impression que quelque chose de l'Europe est en train de se perdre très profondément. La France aurait dû voler au secours de la Grèce. L'Europe aurait dû absolument baisser la dette de la Grèce. Alors ça, pour moi, ça a été le pire. Voilà, sinon, ici, il y a que du bonheur. Même quand on se prend des coups, c'est pas très très grave, ça fait partie du jeu. Manuel Valls dit vive Richard III, vive la tragédie de Richard III, etc. etc. Et je lisais un tweet tout à l'heure avec quelqu'un qui lui conseille d'aller directement en Grèce pour voir ce que c'est que le drame. Mais bon. Merci Olivier Pied. Merci à vous. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.